retour dans cette émission pour le dernier virage de l'autre journal, numéro 79. Je rappelle que nous sommes avec M. Claude Ameganvi. Il est le secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs, et également secrétaire du comité de libération de tous les prisonniers politiques au Togo. M. Claude Ameganvi, nous allons changer de registre maintenant. Le 28 juillet dernier, oui, je crois que c'était le 28 juillet, les Togolais sont rappelés du début de la conférence nationale souveraine, dont vous étiez l'un des principaux acteurs à l'époque. 31 ans après, M. Claude Ameganvi, quel bilan vous pouvez faire de cette conférence? 30 ans, exactement après. Eh bien, force est de constater que les espoirs que le peuple togolais avait placés dans cette assise nationale n'ont pas été atteints. Tout simplement. Parce que quelque part, lorsque vous regardez en fait l'engouement que la population avait pour cette conférence nationale, c'est un peu comme ce qui s'était passé à l'époque de la Révolution française. En 1789, autour de ce qu'ont été les États généraux, qui ont défini les bases d'une société nouvelle en France. Et donc, quelque part, l'idée était de bâtir un Togo nouveau dont le fonctionnement permettrait à chaque citoyen de se retrouver dans la gestion du pays. Et que cette gestion-là prenne en compte ses intérêts, qu'il lui permette de désigner ses propres représentants et qu'il puisse vivre libre dans un pays convivial pour tous. Ce n'est pas manifestement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et lorsque vous regardez les choses de près, vous comprenez aujourd'hui que tout cela était déjà présent dans la manière dont la conférence a été préparée, dans les processus qui ont amené à sa tenue, dans le cours de son développement, c'est-à-dire les questions qu'elle a eu à traiter et puis, disons, ce qui en est sorti, et la manière dont l'après-conférence nationale a été gérée. Bon, je veux dire par là que, en réalité, cette conférence nationale elle-même a été basée sur une grande équivoque. À savoir que pour la grande partie du peuple qui avait fait l'écrasante majorité du peuple, disons-le comme ça, parce qu'il faut véritablement avoir à l'idée cette réalité de ce que c'était la volonté d'un peuple qui cherchait à se matérialiser, qui avait conduit là. J'expliquerai pour tout à l'heure disons, le piège dans lequel on a entraîné le peuple togolais. Bon. Et donc, c'était ces aspirations-là que la population avait. Que là-bas, on irait définir les bases de cette nouvelle société. Mais nous voyons aujourd'hui que ce n'est pas ça. Et pourquoi ce n'est pas ça? C'est parce que, en réalité, à l'origine, ceux qui ont formaté ou dressé un cadre pour la conférence nationale n'en ont pas voulu que ce soit comme ça. Et ceux-là, c'est qui? C'est bien évidemment le régime de Yadémol lui-même. C'est bien évidemment les grandes puissances qui l'ont soutenu jusqu'à présent, qui continuent de le soutenir jusqu'aujourd'hui, du moins ceux qui continuent son œuvre jusqu'aujourd'hui. Et enfin, ce sont les acteurs politiques de l'époque qui était au devant du mouvement politique ou de l'insurrection populaire qui avait commencé le 5 octobre 1990. En d'autres termes, je veux parler de la direction politique de ce soulèvement-là, qui a pris le nom de CODEFOD à l'époque, puisque c'est elle qui, disons, a négocié avec le régime pour définir, disons, les conditions dans lesquelles cette conférence allait se dérouler. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que les choses sont tombées dans une impasse parce que, en fait, on a voulu prendre un modèle qui est le modèle béninois, puisque l'histoire de la conférence nationale
a commencé en février 1990 avec la conférence nationale du Bénin. Puisque c'est avec le début de l'effondrement du régime de Kérékou, contre lequel la population s'était soulevée dans ce qu'on peut appeler des révoltes ou des émeutes de la faim. Parce que ce qui avait emmené à la multiplication de grèves au Bénin et à des manifestations violentes qui ont conduit le régime à trouver une solution par la convocation d'une conférence nationale, mais c'était la mise en application des plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui avaient prescrit des potions amères pour les populations avec des licenciements massifs dans la fonction publique, les mêmes recettes partout, la suppression des subventions de l'État aux produits de première nécessité, la restriction ou la diminution drastique des budgets des écoles qui a amené à un fort mouvement de déscolarisation, la réduction des budgets du secteur de la santé qui a amené à la diminution de toute une série de prestations en matière de santé et a eu pour conséquence le développement de maladies de toutes sortes. Bon, tout ceci a fini par provoquer une révolte, d'abord une misère des populations qui au final se sont révoltées et se sont insurgées contre le régime. Et donc, le régime de Kérékou à l'origine se trouvait dans l'incapacité de continuer à appliquer ces plans draconiens, on les appelait comme ça, des plans draconiens du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et donc, dans l'insurrection qu'il y a eu au Bénin, s'est dégagée une direction, là aussi, avec laquelle le régime a négocié pour convoquer ces conférences-là. Bon, je sais aussi que de véritables acteurs de ce soulèvement, notamment un parti politique et certains syndicats, ont refusé d'aller à la conférence du Bénin. Mais les choses se sont faites en dehors d'elle, en dehors de ces véritables forces-là, et se sont imposées à elle. Bon, donc ça c'est l'autre aspect de la question. Et donc, on a trouvé tant bien que mal de nouveaux acteurs qui ont été considérés comme étant légitimes, entre guillemets, puisque étant des figures nouvelles, ou toute une série de personnalités qui n'étaient pas dans le pays, qui sont revenus de l'extérieur, comme celui qu'on a choisi comme Premier ministre, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui était un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de la Banque mondiale, qu'on a fait venir et pour lequel on a annoncé qu'il allait y avoir une bonne gouvernance désormais, étant entendu que les problèmes économiques avaient pris le devant de la contestation et on avait considéré que c'était parce que le régime de Kérékou gérait mal l'économie. Et donc, si on prenait des experts venus du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, maintenant le pays serait mieux géré. Et en plus, la recommandation était qu'il fallait désengager l'État, il fallait tout privatiser, etc. C'était le même plan du FMI et de la Banque mondiale. Donc, voilà ce qui avait été fait au Bénin. Et ça avait commencé à se mettre en place. Ça avait contribué à apaiser quelque peu les populations, quand bien même des crises sont apparues par la suite, à telle enseigne que Kérékou, à un moment donné, qui avait été écarté du pouvoir, est revenu. C'est dire que la solution n'a pas marché quelque part. Puisque celui qui était accusé d'avoir créé une situation catastrophique pour laquelle cette conférence des forces vives de la nation a été convoquée, a été au bout du processus de transition ramené au pouvoir. Donc là, il y a une contradiction et tout le monde doit comprendre que, y compris dans le cas du Bénin, cette solution n'était pas la bonne. Mais entre tout, là on était en 91, c'est-à-dire une année après la conférence nationale du Bénin, ce qui avait été fait là a été pris comme un modèle et généralisé partout. Au Togo, au Congo, au Niger et dans beaucoup de pays d'Afrique. Alors, dans la situation du Togo,
Lorsque le soulèvement populaire du 5 octobre 1990 a éclaté, ce que la population, elle, voulait, c'était le départ immédiat des Yadema. Et il y a eu des chantres qui sont apparus spontanément, comme, disons, des sanctions sur le mouvement qui était en cours. Et ces personnes-là, pour beaucoup d'entre elles, étaient des anciens du régime. Ou alors de nouvelles personnalités, de nouvelles figures, des avocats, des enseignants et autres, qui ont constitué ce mouvement qu'on appelait à l'époque le Fonds des associations pour le renouveau, qui dirigeait le mouvement et qui sont entrés en négociation avec Eyadema autour de la revendication de la tenue d'une assise nationale pour laquelle, disons, ceux qui s'étaient portés à la direction du mouvement populaire pensaient à ce qui avait été fait au Bénin en revendiquant une conférence nationale, ce à quoi Eyadema s'opposait, parce qu'il avait peur pour son fauteuil, puisque même y compris dans la situation du Bénin, eh bien, le fauteuil présidentiel de Kéakou a été menacé à un moment donné, et dans le processus de la conférence, il a eu un sursaut à un moment donné, lorsqu'il a vu que l'état de son régime avait été tellement exposé que la question de sa démission ou de sa destitution était posée. Il a fait un discours pathétique lors duquel il a déclaré « Vous pouvez tout me demander, mais ne me demandez pas de démissionner. » Il avait dit ça. Et donc, on le lui a accordé. Et les grandes puissances qui étaient derrière son régime jusque-là, ont trouvé cette formule de le maintenir à la tête des institutions et de lui adjoindre cette nouvelle figure qui était Nicéphore Dieudonné Soglo avec les nouvelles forces qui se battaient dans le pays. Et c'est le même système qui a été appliqué au Togo, dans la situation togolaise. Et donc, dans ces tractations qui avaient lieu au point de départ au Togo, il y avait cette volonté de rééditer l'expérience béninoise, mais ça n'a pas véritablement bien fonctionné quelque part, surtout après les massacres de la lagune de Baie, qui ont été le crime de trop. En avril 91. En avril 91, qui a fait dire à la population, non, Eyadema, il est temps qu'il s'en aille. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à cette période-là, les acteurs qui étaient engagés dans les négociations avec Eyadema pour faire une assise à la béninoise sont ceux-là même qui sont montés au créneau en disant qu'il ne fallait pas qu'Eyadema démissionne comme la population l'exigeait en avril 91. C'était Kofigo, c'était Agouibo, qui ont déclaré sur RFI qu'il ne fallait pas qu'Eyadema démissionne comme l'exigeait la population qui avait été repêché les cadavres de la lagune et qui les avait portés à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et ils expliquaient que si Eyadema démissionnait, il y aurait un vide politique. Et qu'il n'aurait plus personne avec qui continuer à discuter. Vous voyez? Et donc, à partir de là, on a forcé la marche vers, disons, cette assise. Mais les faits sont têtus. À savoir que dans le courant du processus qui s'est poursuivi entre le mois d'avril 1991 et le début de la conférence nationale le 8 juillet 1991, est intervenu entre-temps toute une série de processus de répression qui ont suivi, comment dire, le repêchage des cadavres de la lagune de Baie et qui ont emmené la direction du mouvement à considérer que véritablement Eyadema n'était pas un acteur fiable et qu'il fallait tout faire pour exiger sa démission. D'où la convocation d'une grève générale illimitée jusqu'à la démission d'Eyadema, qui a commencé de manière fantastique le 6 juin 1991 et qui a duré une semaine et qui était tellement puissante de Lomé jusqu'à Saint-Cassé qu'Eyadema avait compris que pour lui, c'en était fini et qu'il fallait qu'il songe à quitter le pouvoir. Il avait commencé à négocier avec Mitterrand, qui était au pouvoir à l'époque en France, son départ en France avec 500 de ses collaborateurs. Ils étaient en train de mener cette négociation, Mitterrand jugeant qu'ils étaient trop nombreux, quand
les propres protagonistes de la crise, qui étaient dans les négociations avec lui, ont été le voir pour lui dire de ne pas partir, qu'ils allaient lui sauver la mise. Et contrairement à l'appel à la grève générale illimitée jusqu'à sa démission qui avait été appelée, ils ont brisé la grève, ont signé les accords du 12 juin qui accordaient la conférence nationale. Alors, une fois que ces accords ont été signés, les deux parties sont entrées en négociation. Le Code Ford qui s'est constitué à l'époque, et nous étions revenus en avril, après les massacres de la lagune de Baie, nous avions aidé à constituer ce Code Ford-là, et de son sein a été désignée une délégation dont vous pouvez imaginer naturellement qu'elle était composée essentiellement de gens qui avaient la faveur de l'orientation dominante à l'époque, c'est-à-dire celle qui prônait les négociations avec le régime. Et donc, lorsque les délégués du Code Ford sont partis là-bas, c'est pour négocier une composition, présentée comme étant paritaire de la conférence nationale, à savoir que les forces du mouvement démocratique choisiraient la moitié des délégués et les forces du régime des Yadema choisiraient la moitié de leurs délégués aussi. Et on viendrait avoir ce débat. Mais la réalité est que ceux qui ont été choisis par les forces du régime des Yadema étaient en plus grand nombre que les forces démocratiques qui étaient représentées dans la conférence. Et cela, nous l'avons dénoncé dès le départ, avant même l'entrée dans la salle de la conférence. Et même en ce qui me concerne, nous avons dénoncé les accords du 12 juin 1991 parce que nous avions dit que ce n'était pas sur ça que la grève générale avait été lancée. Que l'objectif de la grève générale, c'était la démission des Yadema. Et on ne pouvait pas la briser alors qu'elle avait été un si grand succès, en frustrant le peuple de sa revendication essentielle qui était la démission des Yadema. En d'autres termes, on aurait même pu faire l'économie de cette conférence nationale si la démocratie avait été respectée, à savoir que si ce pourquoi la grève générale de 91 avait été appelée, mais avait trouvé sa matérialisation, c'est-à-dire le départ des Yadema. Et depuis, le Togo aurait été dans une autre situation que celle dans laquelle nous avons été. Alors, M. Claude Amengvi, quels étaient les pièges dont vous parlez tout à l'heure? Les pièges Mais les pièges étaient que, précisément, les gens ont formaté un partage du pouvoir que la conférence, quelque part, n'a fait que sanctionner. Mais beaucoup des acteurs de la conférence ne l'ont pas compris. C'est-à-dire, on les a fait venir, ils ont débattu, on a critiqué le régime, on a présenté ces crimes, non seulement à Lomé, mais sur toute étendue du territoire national, puisqu'il y a eu des délégués qui sont venus des différents coins et recoins du pays, qui ont expliqué les exactions du régime dans les différentes régions, notamment tout ce qui se passait dans les régions de l'Outi, ou sur les bordures du Mono, où des réserves de faune avaient été créées et où vous n'aviez pas le droit d'aller pêcher du poisson dans le fleuve, d'aller chercher du gibier, où on vous tuait lorsqu'on vous surprenait dans la forêt, etc., etc. Et toute autre exaction diverses et variées. Ensuite, la mauvaise gestion du pays, qui avait été sanctionnée par une déclaration de faillite de la conférence nationale. On savait que le régime des Yadema avait ruiné le pays, mais on n'en avait pas une mesure exacte. Mais au cours de la conférence, on a provoqué l'exigence que le régime vienne établir la situation financière du pays, et elle a reconnu en fait que le pays était gravement endetté, et donc elle a décrété, elle a pris un acte constatant la faillite économique du régime. Alors tout cela a été suffisant pour destituer Yadema. Combat que nous, avec Kavio Amorin et d'autres amis qu'on appelait à l'époque les venus de France, menions dans la conférence nationale, mais nous n'avons pas été suivis parce qu'il y a eu toute une série de manœuvres qui ont été faites pour que ce pourquoi nous nous battions, à savoir que l'aspiration populaire de départ des Yadema soit respectée, mais cela a été balayé. Donc, pour dire les choses de manière globale,
Mais il y a eu, bon, ce qui a été finalement positif dans cette assise, c'est quoi? C'est le fait qu'elle a donné l'occasion à la population d'être confrontée à son histoire passée, présente, et peut-être d'envisager son avenir. Et donc les gens sont venus raconter tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis 1963, depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio, qui est une question qui a été énormément débattue et qui était une question jusque-là tabou. Parce que sous le régime de Yadema, surtout depuis l'institution du régime de parti unique RPT à partir de 1967, vous n'aviez même plus le droit de prononcer le nom d'Olympio, de détenir une de ses photos. Hein? Bon, si vous le faisiez, mais c'était un acte criminel, vous alliez en prison et vous pouviez même en mourir. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Et donc, cette restauration de l'histoire, cette compréhension de tout ce qui s'est passé à travers toutes ces crises qui sont développées de 1963 jusqu'en 1990 a été quelque chose qui a rassuré la population. Songez que ça faisait en gros 23 ans depuis que ce régime était en place, depuis 1967. Bon, pour beaucoup de citoyens, surtout des jeunes, mais toute une série de choses étaient inconnues d'elles. C'est là qu'elles apprenaient ce qui s'était passé, le combat des nationalistes, ce qu'on en a fait, comment on en a tué certains, comme les Laurent Gbagbo, les Tchankoun et autres. Il y a eu des témoignages qui ont été faits à travers les communications que les différents participants sont venus délivrer à la conférence. Et ça a permis au peuple togolais d'apprendre beaucoup sur son histoire. Surtout avec la retransmission en direct des débats à la radio et à la télévision. Et ça avait un effet magique. Et ça ne pouvait pas permettre aux uns aux autres de faire les manœuvres qu'ils voulaient devant la population. Et en même temps, bon, ça a vu une population être chargée d'illusions sur ce que cette conférence pouvait faire parce que les gens ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous. Et donc, les populations également faisaient affluer leur doléance vers la conférence nationale et son bureau. Et combien de fois le bureau de la conférence nationale n'a pas eu à se constituer en une sorte de pouvoir pour aller régler des questions qui, au port de Lomé, qui en adressant des messages à telle population qui allait investir les terres qui lui avaient été arrachées avant, en coupant les arbres dessus, etc. Bon, en intervenant dans maints domaines et en fait en se constituant de fait comme le gouvernement légitime du pays. C'était comme ça que les populations le prenaient. Et c'est vrai qu'un des acteurs de la conférence, Folie Antoine pour ne pas le nommer, avait suggéré que dès le début de la conférence nationale, il aurait fallu décréter la dissolution du gouvernement en place, mettre en place un nouveau gouvernement qui gérerait les affaires courantes et à qui serait confiée la gestion des affaires du pays après. Bon, malheureusement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a voulu scrupuleusement suivre l'exemple du Bénin et cette assise a fini en mettant en place un régime de transition qui a maintenu Yadema à la tête du pays comme président de la République, en lui adjoignant un premier ministre qui a été élu dans la conférence, qui se trouve être Kofigo, mais on a fini par comprendre par la suite qu'en réalité Kofigo était l'homme de Yadema. Lorsqu'on a vu comment les événements sont déroulés, bien entendu, ça n'est pas apparu de manière directe comme ça, puisque ça a été quand même violent, mais au final, c'est ce qui s'est imposé. Nous qui étions dans la salle, savions qu'au moment du choix du Premier ministre, l'alternative était entre Kofigo, qui avait reçu le vote de tous les délégués du régime RPT, et Ninevi, que nous considérions comme étant, disons, le politicien plus intègre, qui aurait traduit les aspirations du peuple, puisqu'il était le principal responsable au Togo de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains, qui avait été à l'origine du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Et donc, partant, il était davantage chargé de la réalisation des aspirations populaires que quelqu'un comme Kofigo, qui certes était le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, mais bon,
n'avait pas l'étoffe d'un Ninevi ou autre. Bon, donc voilà un peu comment les choses sont passées. Et le fait d'avoir maintenu Eyadema à la tête des institutions, d'avoir désigné un Premier ministre qui a constitué par la suite un gouvernement dans lequel, certes, il n'y avait pas d'homme du RPT, a fait en réalité que, au sein du gouvernement, qui était présidé, les conseils des ministres jusque-là étaient présidés par Eyadema, toujours, se développaient des courants contradictoires qui ne pouvaient pas tenir. Et Eyadema, lui, sachant qu'il avait été mis à nu par la conférence nationale, que tous ces crimes ont été dévoilés, etc. Et nous appelions à l'époque OTTD, par le Parti des travailleurs que nous sommes devenus par la suite, nous avions mis en garde les délégués à la conférence nationale et à travers eux le peuple togolais en disant qu'il fallait qu'on destitue Eyadema à la conférence. Que si cela n'était pas fait, mais il allait se venger des décisions qui avaient été prises contre lui parce qu'il savait qu'il avait été mis à nu. Et quelle la bête blessée, mais il allait faire beaucoup de mal. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Parce que, à peine sorti de la conférence, dès le mois de septembre, mais les premiers coups de force contre le régime de la transition ont commencé, jusque finalement à l'assaut sur la primature le 3 décembre 1991, avec la capture de Kofigo, la mise, fin a été mise aux institutions de la transition. Le RPT, qui n'était pas au gouvernement à l'époque, a été, au terme des négociations du nouveau contrat social, comme cela a été appelé, appelé à rentrer au gouvernement sous les pressions de l'État français à travers son ambassadeur Bruno Delay, qui a participé à la conférence Escalité, parce que les ambassadeurs même ont participé à la conférence à ce moment-là, alors que ça aurait dû être un débat uniquement entre Togolais. Bon, bref, voilà tout ce qui s'est passé. Et au final, tout le processus a été brisé. Et donc, pour résumer, vous devez comprendre aujourd'hui que l'impasse dans laquelle nous nous trouvons dans la situation togolaise aujourd'hui trouve sa racine dans la manière dont la conférence nationale a été gérée. C'est-à-dire que c'est pour n'avoir pas démis Eyadema alors qu'elle en avait les moyens et la force qu'il lui a été permis, avec le contrôle qu'il a maintenu sur les forces armées, à utiliser la force militaire pour balayer toutes les décisions qui ont été prises par la conférence nationale et finalement à réinstaurer le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, qui est un régime qui tente, dans tous ses compartiments, de nous ramener à la situation du passé, à savoir un régime monolithique de parti unique qui ne dit pas son nom. Parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui au Togo, où vous ne pouvez pas vous exprimer, parce que vous êtes écouté, où vous ne pouvez pas manifester, où vous ne pouvez pas critiquer et tout ça, qu'est-ce d'autre que ce que nous avons vécu sous la dictature du régime de parti unique, parti État RPT. Donc voilà le triste bilan qu'on peut en tirer malheureusement. Merci beaucoup M. Claude Ameganvi pour tous ces développements. Vous venez encore de renseigner le peuple togolais sur ces événements que nous avons vécus dans notre pays. Maintenant, envisager l'avenir. Comment faire maintenant pour relancer cette lutte pour l'alternance tant voulue par le peuple togolais? Alors, c'est la grande question qu'il y a aujourd'hui et qui interpelle tout le monde. Oui. Eh bien, il faut se rendre compte aujourd'hui du fait que tous les dirigeants et la plupart, l'écrasante majorité des formations politiques qui ont animé la vie politique au Togo se sont inscrits dans ce schéma de partage du pouvoir avec Eyadema hier et avec son fils aujourd'hui. Parce que, comprenez juste une chose, en ce moment même où il y a une marche vers la tenue d'élections régionales, c'est ça qui a fait l'objet du dernier dialogue CNAP, qui a eu lieu. Après les élections législatives, où en réalité les forces de l'opposition boycottaient, mais après les élections municipales, où aujourd'hui vous avez des forces de l'opposition qui gèrent beaucoup de mairies, où ils sont à tu et à toi avec le RPT, ils reçoivent des financements du ministère des Finances, etc., auxquels on reverse tout et puis après ils retrocèdent. On a comme l'impression que cette forme de partage du pouvoir suffit à un certain nombre de partis. Et que les gens, certains le disent ouvertement,
qu'on a tout tenté, donc on n'y est pas arrivé. Donc bon, essayons de faire les choses autrement. Faire les choses autrement, c'est quoi? C'est partager les mairies avec le RPT. Peut-être demain partager les régions avec lui. Certains disent aller au mangeoire. Exactement. Certains les accusent d'être allés à la mangeoire. Bon, à partir de là. Et donc, c'est cette triste situation dans laquelle nous sommes. Alors, bon, nous l'observons avec beaucoup de regrets. Et nous disons, nous en sommes arrivés à une conclusion aujourd'hui qui est que, pour nous, Parti des travailleurs, appartenir à des regroupements politiques, comme ceux auxquels nous avons appartenu par le passé, ça c'est terminé. La seule issue qui nous reste, c'est que le peuple togolais lui-même tire les leçons de tout ce cheminement de 30 ans, où finalement, ses espoirs ont été déçus par les gens qu'il a portés à la direction de sa lutte, pour comprendre que lui-même doit être l'acteur principal. Et donc, qu'il ne faut plus qu'il sous-traite à des formations politiques données ou à des acteurs politiques donnés son devenir. À savoir que il n'est plus normal, il n'est plus bon, il n'est plus nécessaire, il n'est plus séant qu'on dise à certains responsables regroupés en coalition, allez négocier dans tel dialogue la solution qui sera bonne pour nous, peuple togolais. Ça, le peuple togolais doit le refuser. Et nous disons que la seule issue à la situation togolaise aujourd'hui se trouve dans la démission de ce régime auquel on doit mettre fin et dans un processus où le peuple lui-même, à travers la désignation de ses propres représentants à la base, doit être l'acteur essentiel qui doit former le nouveau pouvoir qui doit gérer ce pays. Et sur cette voie-là, nous, ce que nous avons appris, ce que nous savons du fonctionnement d'un État, de sa gestion, de la démocratie et tout, nous sommes prêts à le mettre au service de ce mouvement pour un meilleur devenir du Togo. En d'autres termes, tout appartient au peuple et tout doit lui revenir. Merci. Voilà notre conception aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Claude Ameganvi. Et vous étiez notre invité pour ce numéro de l'autre journal. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Nous voudrions vous demander de donner votre mot de la fin pour conclure cette émission. Non, le mot de la fin que je donnerai tout simplement et que on a conclu là-dessus par l'évocation de cette conférence nationale. Faisons en sorte que demain, il n'y ait plus de marché de dupes. Parce que la conférence nationale, tout comme la trentaine de dialogues que nous avons eus depuis le 5 octobre 1990 jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait qu'en moyenne, nous avons un dialogue chaque année. Cela, ça suffit. Il faut que cela s'arrête. Et que la seule aspiration que le peuple togolais doit avoir aujourd'hui, c'est que Faure Gnassingbé, son régime, doit démissionner. Que toutes les structures liées à ce pouvoir politique doivent être déchues pour que de nouveaux pouvoirs et de nouvelles institutions soient formées, soient fondées pour le bonheur des Togolais. Le mot de la fin, c'est celui-là. Et à l'endroit des prisonniers politiques À l'endroit des prisonniers politiques dans ce mouvement, bien évidemment, c'est leur libération immédiate. C'est leur libération sans condition. Un tel mouvement, s'il arrivait à vaincre, ne pourra pas se faire. Vous savez, dans tous les pays où il y a eu des mouvements où les peuples ont pris en main leur destinée, elle a commencé par quoi? Ces mouvements ont commencé par quoi? Par l'ouverture des prisons pour libérer les innocents qui ont été emprisonnés, qui sont sous la torture, qui vivent dans les affres de la maladie, de la misère, etc., dans les geôles des régimes dictatoriaux et des régimes absolutistes. C'est la même chose qui se passera. Si ce mouvement réussit, les prisonniers politiques seront libérés. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut attendre d'en arriver là avant qu'ils ne soient libérés. Et c'est pour cette raison que nous continuons notre campagne, nous continuons à faire pression et nous appelons la population à nous rejoindre et à élargir les informations que nous donnons sur la situation des différents prisonniers pour que l'opinion et le pays sachent ce qui est en train de se passer en réalité. Parce que ce qui arrive
à ces 116 prisonniers que nous avons aujourd'hui identifiés peut arriver à tout citoyen togolais, maintenant, aujourd'hui, demain et après-demain. Et donc, il faut en parler beaucoup pour que cela s'arrête. Merci beaucoup, Monsieur Claude Ameganvi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire chargé à la coordination du Parti des travailleurs, également secrétaire du CLP, Comité de libération des prisonniers, de tous les prisonniers politiques, parce que le tout là, ça vous est important, très important. Merci d'être passé, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci à vous de m'avoir invité. Et pour la prochaine fois, nous espérons. Et je suis entièrement à votre disposition. Oh, merci beaucoup. Lorsque vous aurez besoin de moi, faites-moi appel et je répondrai toujours présent. Exactement. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci beaucoup. Merci aux techniciens, au chef caméraman Marc Azangba, à Harry Bassakbon et notre stagiaire. Merci à vous tous que vous nous avez suivis. À la prochaine.